Bamako ne dort jamais. Dans ses rues, une nouvelle génération écrit son identité. Une culture urbaine libre, vivante et résistante. Je suis Tyler, artiste photographe. Et s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai quelque chose à apporter aux archives de la culture malienne. Et la partie qui m'intéresse le plus est le côté urbain. Montrer à travers l'exploration des différentes disciplines qui constituent cette culture. Des salons de coiffure aux créateurs du mode. Des chanteurs, rappeurs, slameurs, peintres et skateurs. Des plateformes où ces créatifs se rencontrent. Le tout à travers mon regard d'artiste. Influencé par cette culture depuis tout petit, depuis mon tout premier concert des Tatapan offert par mon papa en 2008, depuis ces jours, quelque chose est né en moi. Et pour en savoir un peu plus sur ce phénomène, je suis allé discuter avec ces acteurs. Chose m'assaut. Youssouf Koné a décidé de me recevoir ici au Palais de la Culture qui se trouve à Badalabougou pour me parler de l'arrivée du hip-hop ici au Mali. Quand est-ce que le hip-hop est venu au Mali? Qui sont les pionniers du hip-hop et qui sont ceux qui ont mis un coup de pouce à ces mouvements pour qu'ils soient tels qu'on les connaît actuellement? Salut Youssouf, ça va? Salut Tyler, Tu vas bien? Ça va, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Parfait. Tu as décidé de nous recevoir ici dans le palais. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ici? C'est assez intéressant parce que tu vois le palais de la culture, on parle du palais en lui-même, mais il y a un endroit qui est situé ici au palais, qui s'appelle le Café des Arts. Nous sommes juste en face du Café des Arts. En fait, c'est un lieu emblématique, quoi, très mythique du rap malien. Beaucoup ne savent pas, mais pour ce qui concerne les premiers freestyles qui ont marqué l'histoire du rap malien, les gars s'y retrouvaient ici, quoi. À l'époque, c'était les cocotiers. Aujourd'hui, on parle du Café des Arts, mais à l'époque, on parlait des cocotiers. Je crois qu'il y a même des cocotiers encore présents, tu vois. C'est vrai, quand on était gamin, des jours de fête, on vient. Exactement, tu vois. Exactement. Donc, c'est là que les premiers rappeurs ont commencé à freestyler, se rencontrer. Ils viennent de différents quartiers. Lui, il vient de Kalabankoro, lui, il vient de Medina Croix, etc. Mais c'est dans un lieu où les gars pouvaient quand même se rencontrer, parler hip-hop, vivre cette passion-là, quoi. Comment est-ce que le rap est arrivé au Mali? Alors, cette question-là, elle me plaît également parce que, tu vois, aujourd'hui, il y a tellement de versions. C'est pas qu'il n'y a pas de la documentation, mais le souci, c'est comment est-ce que l'histoire est racontée, quoi. Tu vois. Moi, au bout de pas mal d'années de recherche, parce que en tant que grand mélomane, très fan de rap, cette petite enquête-là, je l'ai menée depuis maintenant 2-3 ans. De ce que j'ai pu récolter auprès des anciens, hein, tu vois, le hip-hop malien, parce que là, on parle de rap malien. Mais Justement, le hip-hop et le rap. Ouais, il y a une différence, bien évidemment, parce que le hip-hop, c'est un peu cette grande culture-là qui implique pas mal d'éléments, notamment le graffiti, le DJing, tu vois, et le rap et pas mal d'autres choses encore, tu vois. Le breakdance. Donc, tous ces éléments-là se retrouvent dans le hip-hop. Et on va dire que le hip-hop malien, tu vois, est né au milieu des années 80. Généralement, les gens ont tendance à parler de l'avènement de la démocratie. On dit que le rap malien est arrivé en même temps que la démocratie, mais en réalité, c'est avant ça. Les premiers rappeurs, c'est Alpha, on va peut-être en parler. D'accord. Un peu devant, mais tu vois. Les gars venaient d'ailleurs, au fait. C'était soit des... Lui-même, il le dit, hein, il dit, ça allait, je viens d'une famille aisée. Donc, je viens des États-Unis. J'ai des potes qui viennent d'Allemagne, d'autres qui viennent de la France. On étudie au lycée Liberté, tu vois. Donc, on a ramené un truc. À l'époque, c'était un privilège, au fait. Tout le monde n'avait pas accès à ce mouvement-là. C'est ceux-là qui venaient du State. Qui avaient les moyens, qui étaient des gosses. Exactement, riches, tu vois. Mais c'est vrai, parce que le truc est né là-bas. Enfin, on ne va pas refaire un débat sur l'origine du hip-hop. Aujourd'hui, on parle des États-Unis, mais on sait qu'avec le temps, on a appris que le noir est intégrant. Exactement, mais le hip-hop même vient des Jamaïques à l'époque, tu vois. Mais ça, c'est un autre débat, on va en parler tout à fait. Tu vois, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les jeunes Maliens qui étudiaient ailleurs qui ont amené le hip-hop. Tu vois un peu. Et donc là, ça s'est passé au milieu des années 80, 85, jusqu'à 7 par là. Et c'est des mecs qui se battaient pour que le mouvement vive.
Donc, il n'y avait pas de reconnaissance. À la limite, on leur disait foutez le camp. Quand tu vois à l'ORTM qui était la RTM à l'époque, pour que leur son puisse passer, c'était pas facile, tu vois. Mais le rap est arrivé vraiment dans l'après-moitié des années 80, 87 par là, tu vois. Et puis, ça s'est développé un peu. Après, avec l'avènement de la démocratie, lorsque Moussa est tombé, tu vois, il y a eu, ça a coïncidé avec la création de beaucoup de groupes. C'est une année, ce fut un moment très productif quand même parce que 91 pardon, jusqu'à 2000, il y a eu beaucoup de groupes de rap qui ont vu le jour. Tu vois, les Soulja Boy, des groupes comme les... Je me rappelle de ces noms. Ouais, les Soulja Boy, les Pacifiques de Kati, Warriors de Kai, tu vois. Et aussi le mythique Tatapan, tu vois, on est obligé de parler. Tatapan, tu vois. Et c'est important de rappeler, de noter que ce gars-là rappait en anglais. Alpha, par exemple, qui est le premier rappeur, Alpha n'a jamais rappé. Ouais, Alpha n'a jamais rappé en bambarani en français. Tu vois. Et genre, il avait un public. Les gens l'écoutaient quand même. Voilà, parce que au début, c'était plus de la fascination qu'autre chose. Tu vois, un petit Malien qui rappe en anglais, tu vois, on est fasciné, quoi. Comment il le fait? Et par la suite, le premier rappeur qui a commencé à rapper en bambara au Mali, c'est Tidjo. Tidjo, père à son âme, quoi. Père à son âme, c'est... Tidjo est vraiment reconnu comme le premier rappeur malien qui a commencé à rapper en bambara. Donc lui, il a décomplexé le truc. Grave. Donc c'est après lui que tout le monde s'est dit, ah ouais, et pourtant on peut le faire comme ça. Ouais. C'est un peu ça, frère. Tidjo a décomplexé les raps et a ouvert la porte à plein d'autres générations de rappeurs. On parle des 3 vagues depuis l'arrivée du rap ici au Mali. Et dans cette dernière génération, un rappeur qui, lui, rappe aussi en bambara et qui incarne très bien l'héritage laissé par les anciens. C'est Kasha. Nous en avons parlé autour du thé dans son grain. Du coup, je me disais, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette culture-là, cette culture urbaine? La culture urbaine, déjà, pour moi, c'est, dans son état actuel, c'est vraiment un gros moyen que les acteurs de cette culture ont aujourd'hui pour avoir un impact sur la jeunesse surtout, parce que quand on parle de urbain, on parle de jeunesse, on parle de... Complètement, j'adore avec toi. Et je pense que c'est vraiment une grande plateforme aujourd'hui pour créer un impact, créer un héritage aussi, ou maintenir même l'héritage que ceux qui nous ont précédés ont laissé, tu vois. Après, il y a un pote, un camarade de classe, il vient me dire mais mec, il y a un gars qui rappe en anglais. Ouais. Faut que tu écoutes. Ouais. C'était il y a longtemps. Hein. Ah ouais? Ouais, il m'a montré ton son. Pour la première fois que j'ai écouté, j'ai dit merde. Ça t'a découragé. Je te jure, au contraire, ça devait te booster, au contraire, moi je pense. Sous toi, tu as vraiment commencé avec le rap? Bon, vu comme ça, pas vraiment avec le rap. Genre, si on veut parler en termes d'expression artistique, moi j'ai commencé avec la danse. Bon, ceux qui me côtoient, ils savent que parce que quand je suis dans mon élément et tout, c'est meilleur ça. Quel genre de message tu essaies de faire passer en t'exprimant à travers ton art? À travers mon art. Bon, moi, c'est un message déjà d'amour. Hein. C'est pas te mentir, mon premier message, c'est le message de aimons-nous, on va tous mourir, mon frère. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et ensuite, c'est un message aussi de dépassement de soi, de développement personnel, parce que les jeunes de ma génération, on fait face presque aux mêmes problèmes, nous tous, tu vois. D'accord. C'est un peu ça le but. Et aussi d'ancrer aussi dans notre génération le sentiment de fierté, d'appartenance et de souveraineté, de savoir d'où on vient, d'en être fier et de le prôner partout où on va, en fait, tu vois. D'en être tellement fier, il faut arrogance et rêve, en fait, tu vois. Ça, c'est l'un de mes combats aussi, l'un de mes messages forts. Ah, là, oui, il faut pas le son sans sens. Il faut, dans mon boulot. L'atout et les clés qu'on a, c'est notre culture, tu vois, c'est notre richesse culturelle, c'est nos instruments, nos anciens chants, tu vois, qui ont du sens aussi, qui ont beaucoup de sens même. Le gars qui rappe au state, qui met son Louis Vuitton, son baleine, c'est le jour qu'il va voir un mec qui rappe mieux que lui, il part d'autres habillés différemment. What the hell is this, tu vois. Ouais. Et ça a un impact, et c'est un plus que tu ramènes pour ton pays, pour ta culture, c'est d'où ça vient, tu vois. Impacter. C'est la mission que la jeunesse malienne se donne
pour attirer les regards du monde sur son savoir-faire et ses techniques ancestrales. Des musiciens à peintres, d'architectes aux créateurs de mode, cet héritage confié à notre génération continue d'être protégé. Des jeunes en jeunes, des créatifs en créatifs. Je remarque également un sentiment de patriotisme, un éveil de conscience et une volonté de décolonisation mentale. Beaucoup de créateurs comme Jean Cassim, Lifi ou Balanzan proposent des vêtements tendance qui parlent à la jeunesse mais qui sont faits à base de techniques anciennes. Je pose la question à Baba de Balanzan justement de savoir si cette jeunesse adopte ce qu'il propose. Et la tradition, en fait, c'est une époque lointaine, mais elle perdure dans le temps et elle s'impose en nous, en quelque sorte. Elle s'impose à travers les techniques de tissage, de teinture qui datent depuis des années. Ok. Du coup, en utilisant ces techniques, ces matières premières pour créer une mode adaptée à notre génération, Wow. et je pense que c'est ce qu'il nous faut et c'est ce qui reflète aussi notre jeunesse et notre part dans l'industrie de la mode. Et tout d'abord, je pense que la culture urbaine n'a pas un lieu de naissance. La culture urbaine, elle est universelle. D'accord. Ça a toujours existé au Mali, mais peut-être sous une autre forme. Et comme on l'a dit, la culture urbaine change. C'est quelque chose qui est en constant mouvement. Évolution. Évolution, exactement. Et du coup, ça a changé au fil des années et tout. Et pour revenir à ta question, effectivement, les jeunes artistes d'aujourd'hui s'intéressent à la culture urbaine malienne. What's up guys, je me trouve actuellement au musée national de Bamako, l'un des endroits les plus emblématiques de la culture. J'allais dire de la culture urbaine, mais de la culture toute courte. Et aujourd'hui, Hakim a décidé de nous recevoir ici même. Je ne sais pas pourquoi, mais nous allons découvrir ça ensemble. Let's go. Bonsoir Hakim. Salut Tyler. Ça va, tu vas bien avec toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Déjà, tu as accepté de nous recevoir ici, au musée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ici? Ici pour plusieurs raisons. Déjà ici parce que nous sommes en pleine saison du Mali Mode Show. D'accord. Et c'est ici en tout cas que le projet a été investi pour cette 5e édition. Donc juste derrière moi, vous allez voir beaucoup d'équipements. Donc on est en pleine installation pour les événements de clôture du Mali Mode Show. Nice. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la culture urbaine, enfin de la mode urbaine ici au Mali? Je pense qu'en tout cas la mode urbaine a toujours été, à mon sens, en tout cas même la plus visible. Je pense que ça a toujours eu une super bonne dynamique dans nos sociétés. Parce que ça reste quand même, à mon avis, la mode la plus accessible d'une certaine manière dans nos sociétés. Parce qu'en fait, on ne parle pas forcément de couture, de haute couture. Et donc, je pense qu'elle a toujours existé. Je pense que c'est même la mode la plus visible, même, je dirais. Donc, et puis parce que la mode urbaine a quand même aussi toujours pu compter sur des acteurs qui font partie de la culture populaire, qui portent un langage assumé. C'est la mode beaucoup plus décontractée des fois. Les gens ont envie de véhiculer les messages, les gens ont envie d'être engagés et ne pas forcément être dans du conformisme. Alors que par exemple, si je prends la couture, ou même la haute couture, ou même le prêt-à-porter classique, ça rentre un peu dans le cadre du conventionnel. Ouais. Et la mode urbaine a quand même aussi toujours pu compter sur des acteurs ou des ambassadeurs qui font d'elle une mode beaucoup plus popularisée. C'est-à-dire par exemple, la musique, le rap, le hip-hop, c'est quand même des disciplines populaires. C'est des disciplines qui sont consommées en masse. Ouais. Donc du coup, je pense que c'est là des éléments qui permettent du coup à la mode urbaine d'être
d'être visible, d'être présente dans nos sociétés. Et il y a la question d'accessibilité aussi, parce que par exemple, aujourd'hui, avec 10 000 francs, je peux aller en fait à la friperie. Ça vient de l'Afrique. Voilà, Ça vient de l'Afrique. voilà, donc me faire un style hyper branché, hyper tendance, mais qui aussi ne me met pas forcément dans une case. Ok. Parce que j'ai vu que même les grandes marques, ils commencent à collaborer avec les gens de la street, que ce soit des rappeurs et tout. Tu vas voir des rappeurs qui sont égérie de grandes marques. Absolument, absolument. En fait, c'est toute la dimension engagée parce que ces marques-là ont envie de parler au maximum de personnes possible. Et puis en réalité, ça a toujours été un secteur ou un domaine, une discipline en tout cas hyper agité. D'accord. On quitte en fait de tout beau, tout glam, tout shit, tout carré et on rentre dans un univers beaucoup plus engagé, Ok, d'accord. beaucoup plus vivant. Un univers beaucoup plus vivant, ça me rappelle bien le travail de quelqu'un. J'ai vu qu'il y a des gens comme toi qui se battent pour la culture malienne. Bien vrai que tu fais des trucs contemporains, très urbains, parce que là, c'est un tableau, on a envie de rapper dessus, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment contemporain, c'est vraiment urbain, mais que tu puises tes inspirations, tes forces dans la tradition, dans notre culture pour en faire quelque chose de beau, d'international. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à respecter fort. Merci. Et je vois que récemment, même prendre la culture africaine, c'est un style maintenant. Ouais. Tu vois, beaucoup de gens, on parle d'appropriation culturelle, Ouais. beaucoup de gens vont juste prendre quelque chose qui a du sens pour nous et en faire un accessoire. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on s'est dévalorisé nous-mêmes et qu'on ne met pas en valeur ce qu'on a, ben les autres le font à notre place, c'est tout. C'est un peu subtil cette question-là. Parce que moi, je me dis, la culture, c'est vrai qu'on a une culture africaine, tu vois, qui existe, qui est vraie, qui est authentique, qui a existé dans les temps. Mais dans un monde globalisé, je pense que chacun prend chez l'autre, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et tu vois, si tu regardes, par exemple, on parle de culture urbaine, et si tu regardes la culture urbaine, regarde comment la culture urbaine a dominé le monde entier. Tu vois, par exemple, prenons l'hip-hop. Le hip-hop, maintenant, ça appartient à qui actuellement? Tu vois, c'est parti des États-Unis, mais maintenant, c'est global, c'est mondial. Ça appartient à Ça a influencé tout le monde. Le breakdance, tout ceci, c'est parti des champs de coton où les gens, parce qu'ils étaient frustrés de tout ce qu'ils subissaient dans les champs de coton et tout, ils ont fait sortir ce qui viennent d'eux, qui viennent de leur ADN, tu vois. Souffrance. À partir des souffrances, Ouais. ils ont créé des choses. Tu vois, il n'y a pas de danse, de breakdance que tu vas retrouver même actuellement dans la culture africaine. Tu vois. Tu prends le Tcheblinché, le Tcheblinché est du Bélédougou. Va voir les acrobaties, les façons dont ils font c'est la même chose qui est dans le breakdance. Incroyable. Donc, je pense que tout est lié en fait, en réalité. Tu vas prendre le jazz, va écouter les sonorités d'ici. Tu vas écouter Bazumana, les Gonines et Bazumana, tu vas écouter le jazz aux États-Unis. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, grave. Donc, la culture, je pense que elle est un peu globale actuellement. Vu qu'on est tous interconnectés. C'est ça, le monde même est interconnecté. On est interconnectés. Quand tu attends le mot urbain, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Beaucoup de bruit, énormément de bruit. Ok. Et j'ai dit ça parce que le bruit, c'est quelque chose qui est très important chez moi parce que en tant que créatif, souvent, tu as besoin de beaucoup de silence. Tu vois, de pouvoir écouter toi-même et ton toi intérieur, en fait. Et la plupart du temps, l'urbain nous empêche d'aller chercher ça, de creuser ça. Et après, c'est peut-être le fait d'être tout en tout. Ok. Voilà, parce que, mine de rien, à Bamako, ici, on a
on a quelque chose de fantastique et souvent d'un peu nuisible, qui est les grains. Ah, les grains. Ouais, Ouais, c'est quelque chose de... de la culture urbaine ici. Ouais, c'est très... C'est l'un des facteurs de socialisation du Mali, Le Ouais. grain. le grain. Tu vois, il y a les grains des vieux, les grains des jeunes, les grains des tout petits, les grains des femmes. Il y a du grain un peu partout. Et chose qui est très bien, c'est que ça nous permet, nous, d'avoir des psychologues un peu partout autour de nous. Ok? Même si tu as des problèmes, tu arrives dans un grain. Mais bon, il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté un bail comme ça, qui peut te donner des conseils. Et la plupart du temps, il y a une divergence au niveau des âges. Voilà, tu as des anciens, tu as des petits frères, Ouais, et vous vous donnez des conseils. ouais. Le grain, c'est vraiment partie intégrante de la Intégrance, culture absolument, de la urbaine culture malienne. urbaine malienne. Actuellement, on dit tout ce qui vient de l'hip-hop, qui entoure l'hip-hop, et c'est ce on catalogue comme culture urbaine. Alors que l'urbain, c'est tout ce qui est lié à la ville. Parce que c'est des choses qui ne se font pas dans les villages. Parce que les villages, c'est les brandings traditionnels que les gens utilisent pour faire des trucs. Alors que ici, on a les DJ qui est là, qui mixent souvent dans les trucs. Oh, wow. Et ça a même été une vitrine C'est ça. qui a propulsé le rap ici. Oh, c'est parce que la musique me passionne. Ok. La culture, l'enfance, les sonorités, la base surtout, bam, bam, bam. Les balani shows, cassettes, nono, follow. Ok. Ouais, un peu de tout ça, quoi. Et comment tu vois la culture urbaine dans 10 ans? La culture dans même dans 5 ans. Ici à Bamako, je pense que tout va vite dans notre époque. À notre époque, tout va super vite. Et ça, on repartit avec grâce aux réseaux sociaux. Hein. Les habitudes changent, la vision change, donc c'est normal que tout bascule en même temps. Derrière la plus merci. Nice. Ouais, je pense qu'on peut couper. Hein. Nos artistes maliens, Ok. tu vois, à l'époque, Alsa disait tellement de tout jouer, quoi. En mode c'est ringard, ni à caladron. On paye 70% de faire mon vatassi. Mais moi, c'est ce que je voulais faire qui est différent, quoi. Car esthétique, en même temps, il y a un follow son donc là. Salut Kuta, Nawa Doulia, peu importe le créateur, Traoriba Kala. Mais tu vois que les gens, petit à petit, la façon de voir ça avait affalé. Notre façon de nous percevoir nous-mêmes change petit à petit. Et ça, grâce à des gens comme Bad Kid. Mais c'est pas si évident que ça. Et c'est ce qu'Ami Diallo, architecte, nous explique. Ça parce que quand on est ici, moi je le vis aussi un peu, on va essayer de regarder ailleurs, même dans les pays à côté, pour pouvoir essayer de valoriser nous ce qu'on a ici. Et c'est toujours quand on a un regard extérieur sur ce que nous on fait, qu'on valorise, alors qu'on pourrait se valoriser juste entre nous déjà. Oui, mais c'est Ça, pas évident en mais non, soi. c'est pas évident, c'est absolument pas évident. Et rien que pour soi, c'est pas évident, donc j'imagine même pas pour à l'échelle d'un pays, d'une groupe. C'est clair. La nouvelle génération cherche à se créer sa place. Bamako n'est plus comme elle était. Le style de vie change et la construction de notre ville par nos parents n'incluait pas forcément nos centres d'intérêt actuels. Quels seront les défis pour cette nouvelle génération d'architectes et d'urbanistes pour établir les dialogues entre l'architecture et la culture urbaine? Je crois qu'il y a un dialogue déjà dans l'espace urbain ici à Bamako. Parce que les gens vont s'approprier comme ils veulent l'architecture, même parfois quand elle est estime, ils vont s'approprier. On peut le voir dans les marchés ou autres, on a essayé de les barricader, mais ils ont pris ces barricades-là pour exposer leurs cours. Ouais, Donc, on s'approprie un peu comme on veut ce qui se passe ici. Après, pour que la ville devienne plus fonctionnelle, c'est-à-dire plus vivable pour chacun d'entre nous, la personne qui marche, la personne qui est en voiture, la personne qui est en moto, la personne qui est en vélo ou autre, il faudrait qu'on inclut tout le monde en fait, dans la planification de cette ville. D'accord. En fait. Donc là, on va parler d'architecture, mais aussi d'urbanisme ou autre, c'est comment laisser la place
à tout le monde. Parce que tout le monde a le droit d'être ici. Il y a une personne à Bamako qui n'a pas le droit d'être à Bamako. Donc c'est comment intégrer chaque personne, chaque individu dans une grande ville, dans une grande planification. Sans que l'un marche sur l'autre ou l'autre empêche l'autre d'avancer. C'est grave intéressant parce que tu vois le pont là juste derrière nous. Quand tu marches, il n'y a pas de marche exactement, il n'y a pas de marche pour les... Alors, ce que j'ai remarqué ici, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est que ici, parce que j'avais fait mes études justement, j'avais fait mon diplôme sur un pont. Ok. J'avais fait un nouveau pont à Bamako où tout le monde avait sa place dessus. Oui, Et en fait, oui, c'est vrai, je me rappelle. Et en fait, c'est que ici, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va pas marcher ou se balader. Par exemple, pour mon père en France, en Europe ou autre, mais on va plutôt marcher pour aller travailler. Ok. Les terrains de course sont un des seuls espaces, les seuls espaces ici où on se réunit, on fait plein de choses, ou même à un moment, on va mettre un DJ set là-bas, ou je sais pas, mais en tout cas, à part peut-être oui, les balaniers aussi, ça c'est aussi les entités de forme urbaine, on va dire, qu'on peut créer, mais c'est vrai que c'est pas, enfin, on va prendre la place là où il y en a, et on va la créer aussi là où il n'y en a pas. C'est ça qui est assez intéressant par rapport à la jeunesse ici. Ok. La jeunesse malienne est tellement riche de talents. Et l'une d'entre elles, c'est Mali. Membre du premier groupe féminin de slam au Mali, avec Bambi, elle forme de centaines d'autres jeunes à prendre la parole d'une manière élégante. Elle est aussi passionnée de mode. Genre, comment tu fais, là par exemple, je viens de te croiser à ton lieu de taf pour qu'on puisse discuter un peu. Et je me suis dit, est-ce que tu pourras être dans ton élément, est-ce que tu pourras être assez stylé pour montrer ton univers aux gens? Et je te retrouve comme ça. Exactement. J'arrive un peu à jongler mes deux personnalités, que ce soit au niveau du travail et aussi dans le monde artistique. C'est toujours du Mali, on va dire. Et en allant au travail, j'essaie de faire, je m'adapte. C'est ce que j'essaie de plus mettre en valeur, montrer que on va dire la rue c'est un peu comme un studio, qu'on a, un studio naturel qu'on a déjà. On n'a pas besoin de décorer, de faire de grandes choses, juste bien ajusté. Et on est dans le décor et on est dans le quotidien. Et c'est ça aussi la mode. On peut le voir dans certains quartiers de Bamako, comment les gens se réunissent, on va dire autour du thé pour discuter, autour des cartes, des jeux de cartes aussi. Ça fait partie du social malien. Des enfants qui jouent ensemble dans la rue. Donc on a tous grandi dans ça. Et le fait de faire des photos, d'être tendance, c'est bien aussi de le faire en montrant un peu ce quotidien qu'on a. Un studio à ciel ouvert. N'est-ce pas beau la façon dont elle décrit la rue? Cette façon de percevoir notre environnement et ce qui nous lie. C'est une vision commune et c'est ce qui ressort sur tous mes travaux. La culture urbaine malienne, c'est l'avenir qui s'écrit au présent. Et ce présent, plus que jamais, mérite d'être vu, entendu et soutenu.